in Canada, tuons le clair de lune. Nous avons le plaisir de recevoir Alain Soral, contrepont au micro. Nous avons Olivier François et Sébastien Querrero avec nous pour interroger Alain Soral, qu'il nous fasse découvrir un autre Alain Soral et l'interroger sur son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à ce qu'il est aujourd'hui. Alors Alain Soral, commençons directement par Paris, vous découvrez Paris en 76. Déjà rectificatif, En réalité je redécouvre Paris en 76, puisque j'ai vécu à Paris, après avoir passé toute ma petite enfance en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt, Vélizy. J'ai été scolarisé pendant 3 ans au collège Stanislas, et j'ai vécu rue de Vaugirard. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis ancien élève du collège Stanislas, et j'ai été même le 2e soliste soprane de la chorale de Stan, et je chantais les messes à Notre-Dame. J'ai même été félicité une fois par le cardinal Marty qui m'a gratifié d'une petite tape sur la tête. Donc je connais aussi ce que c'est que la bourgeoisie catholique dans toute sa pureté et toute sa splendeur, et je suis dans l'annuaire des anciens élèves de Stan, comme M. Guilmer et M. Charles de Gaulle, pour la culture de leur propre annuaire. Alors cardinal Marty, si tu nous entends. En 76 néanmoins, c'est un retour à Paris. Oui, parce que mon père a été obligé de fuir Paris pour échapper à des condamnations lourdes. Car j'ai une vie compliquée, parce que je suis issu d'une famille compliquée. Et donc ce qui m'a amené à quitter Paris, à quitter même à un moment donné la France, et à revenir à Paris de moi-même, après n'avoir pas passé mon bac et avoir m'être sauvé, en gros, fugué, et je suis revenu à Paris en 76. J'ai juste 18 ans, c'est la majorité, et c'est le punk. Voilà, donc ça m'a donné un bon coup de fouet, c'était idéal. Donc je suis rentré de plein pied dans l'épopée punk qui à Paris se jouait autour du Trou des Halles, justement. Ouais. Alors ça c'est très très tôt, 76, le Trou des Halles, les punks, parce que ça va durer, parce que bon, les punks... Ça va durer jusqu'au temps, contrairement à ce qu'on croit. Ça dure même pas un an, parce qu'après c'est l'afterpunk et la new wave. Et en fait, nous Français, on était bons en new wave, qui consistait d'ailleurs, je le dis, dès 1978, à se revendiquer de la culture occidentale et européenne du début du XXe siècle. C'est-à-dire nos références, c'était, au niveau esthétique, c'était la révolution bolchevique et le national-socialisme. Et c'était un mouvement, je le dis, intégralement goy. Et ça consistait à avoir les cheveux courts, des costumes, des cravates, des belles chaussures, à redécouvrir toute la création européenne des années 30. C'était pas politisé consciemment, mais c'était très réactionnaire en réalité par rapport à là où ça se passait, puisqu'on était au Hall, habillés rétro, au milieu des magasins du Sentier. Donc il y avait quelque chose de subversif. Est-ce qu'on peut dire que le punk au fond était aussi un mouvement un peu réactionnaire, Le punk, ça n'a pas existé en France. Le punk c'est anglais, et en Angleterre c'est pas la même chose. C'est une révolte de sous-prolétaires, parce qu'il y a une crise beaucoup plus violente et des rapports sociaux beaucoup plus durs en Angleterre, et il y a réellement une dimension sociale punk en Angleterre. En France, ça a tout de suite été de l'esthétique de branché, qui en avait marre d'être des hippies puis des babas, et qui ont adopté un look punk. Mais il n'y a pas de substrat social en France du punk. Par contre, la New Wave correspond à quelque chose socialement, parce que ceux qui ont fait le punk en France, c'était des petits intellos comme moi, des classes moyennes. Donc en fait, la New Wave, le rétro, ça leur correspond socialement, puisque quand même c'est des petits bourgeois qui s'habillent en petits bourgeois. C'est pour ça le punk en France n'a jamais existé. Et la New Wave, donc vous disiez c'est rétro, mais c'était aussi un peu futuriste. Bon, je pense à des groupes allemands comme Kraftwerk, il y avait aussi une esthétique. C'est du futurisme rétro, si tu regardes bien, c'est du futurisme qui fait référence au futurisme justement de Marinetti, tu vois. Et c'était très remettre en avant toute une esthétique, l'esthétique justement des mouvements modernistes d'après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a des mecs qui s'appelaient je sais pas quoi. Cabaret Voltaire, c'était que des références, ou plutôt au Dada, c'était ça. Et puis, et c'était très anti-hippie, anti-baba, mais aussi donc très anti-gauchiste, très anti-indien et anti-exotique et anti-tiers-monde, du coup. On se recentre sur le génie européen. Donc c'était Allemagne, Russie et France aussi. Et ça a évolué d'ailleurs, en France, le noyau dur est très vite devenu ce qu'on appelait ça les fourtises, c'est-à-dire rétro 40. Et
c'était rétro, c'était ambigu, c'était Front Populaire, Pétain, Occupation. C'était vraiment ça, c'était de se looker comme des types qui ont vécu cette période très troublée, puisque entre 36 et 44, on fait les mêmes votes pour le Front Populaire, puis pour les pleins pouvoirs à Pétain, puis applaudissent De Gaulle, c'est les mêmes qui l'ont fait, il faut le savoir. Et on était dans cette séquence-là. Et Titus Le Dandy, un des hommes clés de cette époque-là, était dans la collection militaire, on se rappelle Militaria, et était un spécialiste de la brosse et du bidon tamponné 40, c'est-à-dire qu'il était un spécialiste de la débâcle. C'est-à-dire que c'est les New Wave très malins qui ont lancé dans le Militaria la collection débâcle. Ce qui est très pervers, parce que les autres ils font le Premier Empire, les prétentieux, etc. Et nous on est dans l'esprit valoriser la débâcle, ce qui est assez malin, tu vois. On était un peu des intellos, des artistes, et on était politique de manière subtile, quoi. Et c'était qui les rencontres à ce moment-là, dans cette période-là? Les rencontres, c'est... première rencontre que je fais, c'est Obalk, Victor Obalk, qui depuis est devenu critique d'art. C'est lui qui me met un peu le pied à l'étrier, parce qu'il était d'une famille d'universitaires, et qui me pousse à lire, à écrire, et c'est avec lui que je me mets à écrire, puisque en fait... le bouquin Les mouvements de mode, c'est à la suite d'une rencontre avec André Berkoff au Palace. Et donc je dois à Obalk aussi d'avoir rencontré Jean Hederne. Il connaissait Jean Hederne Allier avant moi. Et je me mets à fréquenter la revue Parler à Beaubourg, parce que les Halles, c'est aussi Beaubourg. En fait, on avait des spots, c'était passé, aller traîner aux Halles, donc s'intéresser à l'art contemporain, aux trucs intello, là, les revues Parler, les festivals de cinéma, parce qu'il y avait du ciné-club. Donc c'est de la culture. Du bistrot, puisqu'on traverse le boulevard Sébastopol et on est au Halles où on traîne toute la journée au café, de la drague, et puis effectivement par le Beaubourg qui était beaucoup plus branché à l'époque. Il y avait des gens qui venaient intervenir, notamment la revue Parler, donc c'est comme ça que je crois que la première fois que j'ai discuté avec Jean Hederne, je suis venu à la revue Parler. Il y avait Solers que j'ai rencontré très tôt à l'époque, Jean Hederne étant très sympathique, Solers rigolo mais un peu moins. J'ai croisé Cohn-Bendit aussi à l'époque, c'est là que j'ai découvert que ce type était comme un chanteur à minette, c'est-à-dire qu'il se baladait avec des gonzesses, il signait des autographes, et c'est là que j'ai eu le choc sur le mensonge gauchiste. Après, je me suis retrouvé à une fête dans la famille Krivine, magnifique appartement dans le 4e arrondissement, j'ai vu que c'était des bourgeois. Donc il y a un dépucelage par le réel, par rapport à l'idéologie dominante qu'on gobe par le lycée, sur les intellos qui passent leur temps à draguer, les escrocs. J'ai tout de suite compris que Solers c'était un escroc intégral. Mais drôle et séducteur, parce qu'il y a des escrocs pas drôles, après comme Bernard Lévy ou Finkielkraut, qui sont pas tellement plus sérieux et surtout pas drôles du tout, quoi. Parce que l'époque était plus marrante quand même, les mecs avaient plus d'humour. Et je découvre un peu le mensonge du monde intellectuel. Je rencontre aussi Nab assez tôt, avec qui j'étais pas du tout copain à l'époque, parce qu'il jouait trop la carte du grand écrivain, qui était le truc de tous les gens autour de Jean Hederne. C'était tous, ils voulaient tous être Chateaubriand, machin. Et moi j'étais plutôt dans l'époque post-Dada, où la littérature, un peu sur le chemin des surréalistes, était déjà une catégorie bourgeoise qu'on passait des chiantes. Donc on se moquait un peu à l'époque plutôt de l'environnement, de l'entourage de Jean Hederne, qui étaient souvent des bourgeois un peu rétro, qui fantasmaient sur les hussards, sur les... ils n'étaient pas nuls, si tu veux, mais on les trouvait un peu pontifiants, quoi. Nous on les cherchait plus à foutre le bordel, quoi. Et ça c'est aussi l'époque, au début des Beaux-Arts et d'une galerie. Oui, moi en fait pour pouvoir avoir la sécurité sociale en tant que glandeur, je n'avais pas le bac, donc j'ai passé 2 trucs qu'on pouvait passer sans le bac sur concours et sur dossier, qui étaient les Beaux-Arts et l'école des hautes études en sciences sociales. Et comme je suis un génie, comme vous le savez, supérieurement intelligent et doué, j'ai eu les 2. Donc je me suis retrouvé à faire un double cursus, comme ça, feignant, Beaux-Arts et sociologie. HESS, donc vous rentrez à l'EHESS et aux Beaux-Arts. En sciences sociales et aux Beaux-Arts. C'est ça qui est dans le 6e. Ouais. Et là, c'est une période où c'est une formation intellectuelle pour vous. Oui, parce que moi je me suis intéressé aux idées pas jeune, quoi, à partir de 17 ans, quoi. Et là, je réussis les Beaux-Arts et les hautes études. Et puis du coup, je m'intéresse à la fois à la sociologie, puisque j'étais l'élève de Castoriadis. Et puis en même temps, comme je suis aux Beaux-Arts et on n'apprend pas l'art aux Beaux-Arts, c'est une escroquerie, mais par contre, je m'intéresse à l'histoire de l'art. Et en fait, il y a un lien entre la socio, l'histoire de l'art, c'est les concepts, les idées en forme, etc. Et là, je m'y intéresse sérieusement, je lis beaucoup, et je fais des rencontres, puisque comme je vous l'ai
dit, je fréquentais Beaubourg, donc à la fois je m'intéresse à l'art et à la socio, je suis l'élève de Castoriadis, je rencontre par exemple Roland Barthes, je rencontre Baudrillard, qui est une rencontre intéressante, qui s'était pris d'affection pour moi. Je vous cite dans un de ses livres, je crois. Ouais, dans Cool Memories, il me cite, ouais. Je venais le voir à vélo, je me rappelle, et je montais mon vélo chez lui, parce que j'avais un vélo de course pour pas me le faire piquer, et il était très sympa. Voilà, un mec sympa, je m'intéressais à... C'était à l'époque, c'était l'échange symbolique et la mort, ou je sais pas quoi, ce truc, donc j'essayais de comprendre, voilà, j'essayais de penser et d'apprendre. Et puis je rencontre des gens dans les boîtes, parce qu'à l'époque, je dis, j'ai rencontré Jean-Paul Aron, par exemple, au Palace. Et puis c'est le moment où étant un branché, passionné par les fringues, faisant de la socio et de l'histoire de l'art, j'ai l'idée de faire un bouquin sur les mouvements de mode, parce que c'est un peu, ça synthétise, tu vois. Et je rencontre André Berkoff, titre d'ailleurs. Ça s'appelle les mouvements de mode expliqués aux parents. C'est un bouquin qui sort en 84, mais dont on a l'idée en 81, un truc comme ça avec Obalk. Ouais, et puis qu'on fait... Et pour le coup, c'est de la vraie sociologie de terrain. Oui, qui a un bouquin qui a très bien marché. C'est pour ça que je suis devenu écrivain, entre guillemets, parce que j'ai fait un premier bouquin par hasard pour m'amuser, et puis qu'on a fait un best-seller, tu vois, donc direct. Donc après, tu te dis, bah, je vais continuer là-dedans, puisque ça rapporte, ça marche, quoi. Et puis après ce bouquin, on me propose d'enseigner à l'école Esmod. Donc pendant 3 ans, j'ai enseigné la sociologie du vêtement à l'école Esmod. J'ai fait un bouquin qui s'appelle La création de mode, donc, que vous verrez jamais, qui est un livre de cours sur l'histoire du vêtement, ou de couture et vêtements de travail, où je suis déjà sur une double lecture, vêtements fonctionnels, vêtements d'apparat. Je donne des conférences au Brésil sur ce sujet-là. Voilà, ça sur pas mal de trucs. L'époque s'y prête beaucoup aussi, parce que dans les années 80, il y a toutes les bandes avec des codes vestimentaires. Oui. C'est le moment où tout le gauchisme s'écroule, et où les années 80 se mettent en place, et où il y a un renouvellement nécessaire même pour le marché. Donc un type comme moi, on me propose de travailler dans la pub, on me propose de faire de planeur stratégie, je collabore à des scénarios de films de pub dans des agences de pub, parce que d'abord c'est beaucoup plus ouvert à l'époque, il y a beaucoup plus de pognon. Moi j'aurais pu à l'époque travailler, en freelance, j'ai travaillé pour la pub, mais très facilement par des rencontres, des gens qui t'appellent, qui te cherchent. Tout ce que j'ai fait, on me l'a proposé, entre guillemets. Hein. J'ai fait le planning stratégie de la pub Ginny Bitter Lemon Tonic, filmé par Gainsbourg à l'époque, pour une agence de pub qui s'appelait Stan Levy Art Direction, enfin, tu vois, qui était à l'Opéra. Tout ça, c'est ces gens que je connaissais en boîte, ils savaient que ils savaient là, ils t'appellent, ou ils te disent tiens, appelle-moi demain ou passe me voir, et puis tu participes au truc. Il y avait quand même une coolitude à cette qu'on n'imagine pas au niveau du boulot et des revenus, c'était mieux payé. On a l'impression qu'à l'époque, en fait, beaucoup de milieux étaient beaucoup plus perméables qu'aujourd'hui. Oui, parce que c'est ce que... Quand j'ai parlé une fois chez Talier de la disparition de la bohème, sociologiquement, c'est qu'à l'époque, dans les boîtes de nuit, tu avais les décideurs, les gens qui avaient de l'argent, les putes évidemment comme toujours, et puis aussi les artistes. Tu vois, donc, quand il y a cette confrontation-là, tu es à une table, on te dit tiens voilà, lui c'est un jeune, il est en train d'écrire un bouquin, là tu as un type qui est patron de télé, là tu as un éditeur, et la conversation naturellement se fait, les types te donnent leur carte et disent appelez-moi ou passez me voir, tu vois. Aujourd'hui dans une boîte de nuit, tu n'as plus ce mélange, tu vois. Et à l'époque, je te dis, Jean Edernalier fréquentait les boîtes de nuit. Bon, moi j'ai connu Ardisson au Palace, tu vois, et au bain-douche, tu vois, et puis tu discutes de... moi je me rappelle, souvent me discuter en boîte avec Bizot, tu vois, de Actuel. On est en boîte, puis on se met à discuter de politique, on s'engueulait sur tout d'ailleurs, mais tu dis, et les mecs sont sympas, les mecs de 40 ans payent à boire aux mecs de 20 ans qui n'ont pas un rond, parce qu'il est admis il est normal que tu aies pas un rond, mais tu as des idées, tu as du talent, et les mecs te cooptent, tu vois. Et c'est ça qu'on appelle la bohème. Elle a toujours existé, elle a existé à Montparnasse, tu lis Balzac, tu la trouves aussi, et à un moment donné, je dis aujourd'hui, elle a cessé d'exister. Les mecs sont dans des chambres de bonne en banlieue, en pleine dépression alors qu'ils ont du talent, et dans les boîtes, il y a que des marchands de coke, des marchands de jeans, tu vois, et il n'y a pas de talent, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chanteurs, il y a pas... Les décideurs et les producteurs, si tu veux, les talents et les financiers ne sont pas mis en relation sur le plan sociologique et quotidien. Or, il faut des lieux réels, de rencontres réelles, tu vois, qui n'existent plus. C'est aussi votre époque dans les galeries d'art. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette expérience dans le monde de l'art contemporain? Là, c'est toujours la même idée. On est des branchés, on est des picassiettes. Qu'est-ce qu'on fait? On va au vernissage des galeries qui sont le jeudi et dans les beaux quartiers, parce qu'on boit à l'œil et qu'on peut draguer les filles de la bonne bourgeoisie. Parce qu'à l'époque, la bourgeoisie cultivée, elle existait encore un peu, mais un point d'honneur à être cultivé. Et donc, toi, tu es obligé d'être cultivé pour draguer. C'est-à-dire il faut que tu aies lu La Chartreuse de Parme, Illusion perdue, etc. Tu vois, tu dois avoir
La culture existe encore, est une valeur ajoutée symbolique chez les bourgeois. Aujourd'hui, c'est plus que le pognon comme aux États-Unis, tu vois. Et tu vas dans les vernissages et tu tchatches, et tu dois connaître un peu l'art contemporain, pouvoir dire un mot intelligent, une plaisanterie fine sur ce que tu vois accroché au mur. Au vernissage, tu as tout le monde. Tu vois, tu as toute l'intelligentsia parisienne, et puis moi, comme je fais les beaux-arts et de la socio, je me dis tiens c'est marrant, et avec deux copains, on monte une galerie d'art contemporain, un fils de famille qui a hérité d'un espace à Paris, rue de Varennes, et donc on monte une galerie qui s'appelle Galerie Forain, du nom du mec, et on est trois, et on tient une galerie d'art contemporain en disant on va vendre de l'art contemporain, et là on a André Putman qui vient au vernissage, qui nous trouve marrant, alors on arrive à vendre pratiquement jamais rien si tu veux, mais on bricole, on fait des vernissages, des expos, moi-même j'ai fait l'artiste, j'ai fait une expo en 80, un jour vous montrerai parce qu'il faut le garder pour plus tard, vous me verrez pas en carreau vert et rouge à poil au milieu d'une galerie que je ferai pas entièrement à carreau vert et rouge, enfin un truc. Et là je rencontre la duchesse de Maresca qui est une italienne qui vient au vernissage et je pars avec elle à Rome en déesse chaperon cabriolet et je vais passer quelques mois à Rome où j'habite via Margutta où il y a toute l'intelligentsia et je rencontre Fellini qui tourne la Cité des Femmes, donc je vais à Cinecittà. C'est pour ça que tous les branleurs, là je l'ai dit pour tous les branleurs, y compris les Dantec et tout ça, ce sont des nains à côté de moi, ils n'ont jamais rien vu, jamais rien vécu, tu vois. Moi j'ai connu Andy Warhol, j'ai pris le thé avec Dali, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ma carte d'étudiant à l'époque c'est dédicacée à Alain Andy Warhol avec une bite, parce qu'Andy Warhol il dessinait des bites partout, tu vois. Ça m'est même pas venu à l'idée de l'exhiber, elle est dans une boîte en carton chez ma belle-mère dans une malcantine, tu vois, parce qu'à l'époque au Palace, je dînais avec Andy Warhol, tu vois, et le fils Getty, tu vois, qui avait une oreille en plastique parce qu'il avait été kidnappé, on lui avait coupé une oreille, pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce que c'était le climat de l'époque. Et tu croisais Jean Ederne et Ardisson qui étaient des petits joueurs même à côté, tu vois. Et j'étais le voisin d'Aragon, puisque la galerie était rue de Varennes. Et donc j'allais au Varennes et je discutais avec Romain Gary, qui habitait rue du Bac. Et puis par exemple, j'ai passé le 14 juillet 1979, je crois, avec Aragon. Et qui était complètement gâteux d'ailleurs, pédé comme un phoque, avec un grand chapeau bleu, tu vois, et qui cirait complètement. Mais c'était, tu vois, il n'était pas étonnant à l'époque de dîner avec Aragon. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu as touché le Saint-Sphère, tu vois. C'était. Et aujourd'hui, le mec il dit j'ai dîné avec Daniel Echter, tu vois. Tu vois. Je veux dire, à l'époque, moi, je suis allé à l'hôtel Maurice invité prendre le thé chez Dali. Et il y avait Gala, et il y avait comment ça s'appelle la marrante qu'on voit toujours, qui n'est pas d'ailleurs demandé, c'est une vraie femme, tu vois. Parce que ma fiancée, qui était la fille d'un des plus grands psychanalystes lacaniens, que j'avais levé d'ailleurs en allant à Ramatuelle en vacances en stop, parce que j'allais à Saint-Tropez en vacances en stop, tu vois, et j'incrustais, voilà, et les gens, tu vois, c'est un autre monde pratiquement, et pourtant c'est 80. Vous étiez quand même une hirondelle de talent, Alain Soral. Oui, mais c'était possible. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il adviendrait de moi avec la mentalité que j'avais si j'arrivais à Paris aujourd'hui. J'ose même pas y penser tellement ça serait dur, quoi. Et il est possible que je me sois pendu, tu vois, parce que c'est 10 fois plus dur aujourd'hui pour survivre, pour trouver des endroits où habiter, pour rencontrer des gens intéressants, le brassage social, etc. J'ai vécu la fin d'une époque assez géniale à mon avis, mais qui était la fin, parce que je pense que c'était encore mieux dans les années 60. Moi, dans les années 60, c'est Bob Dylan, Robert Plant, que tu croises à Formentera, tu vois, ou qui sont tes voisins, tu vois, tu vas à New York, tu te retrouves à la Factory avec Warhol, et c'est normal, tu vois. Et justement, pour vous, c'est quoi la bande-son de ces années ? Moi je me mets à découvrir parce que la New Wave ça a duré très peu de temps, le jazz, tu vois. Le jazz. C'est très 80. Le jazz et l'opéra. À un moment donné je me suis inscrit avec un de mes amis s'appelait Vincent Dieutre, aujourd'hui c'est un des héros du cinéma gay Underground, qui a des pages entières dans l'eBay. Vincent Dieutre, c'était mes copains, on se connaissait tous. J'étais copain avec Pierre Lestrade, le mec qui a fondé Act Up pratiquement. C'était parce qu'on se fréquentait dans les boîtes, il n'y avait pas d'hostilité, tout était mélangé. Et moi je m'inscris il y a une saison à l'Opéra de Paris, donc je vais à l'opéra, je suis abonné et donc je découvre le Chevalier à la Rose de Strauss, je découvre Berg, tu vois, Wozzeck, donc je m'intéresse à l'opéra et au jazz, je découvre Miles Davis, le bebop et tout ça, donc je me cultive. Il y a un énorme désir de se cultiver quand tu es jeune à l'époque, tu vois, sans aucune barrière, tu vois, je lis évidemment tous les livres interdits, je vais à la vieille taupe, rue d'Ulm, acheter ce qu'on n'a pas le droit d'acheter, tout en fréquentant des mecs qui n'ont rien à voir le soir, on bouffe, si tu veux, on a une avidité, un désir de comprendre, et il y a un brassage social qui le permet, parce que tu peux discuter le soir avec Roland Barthes, l'après-midi tu as croisé Pierre Guillaume,
après tu es avec Lio, tu vois, tu croises, ou Jacquenot, tu vois, des petits... Tu vois, tout ça existe, et ça existe, j'ai été à Rome, j'ai vu la même chose à Rome, hein, quand j'étais à Rome, tu vois. Tout le monde se fréquente. En plus de ça, la permanence peut-être d'un Paris populaire qui est... Ce sont des années de politisation pour vous, Alain Soral, et c'est aussi de votre rencontre avec Michel Clouscar, un néo-marxiste qui vient de décéder récemment, je crois. Oui, il est mort il y a 15 jours, paix à son âme. Et Clouscar, il faut comprendre qui c'est le philosophe, parce qu'il est philosophe, hein, il a son doctorat d'État, qui a théorisé dès 1973 le libéralisme libertaire. C'est-à-dire qu'il a dit, mais 68, c'est le truc qui ramènera la droite. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord, hein, la pensée 68, etc., tout le monde est là-dessus, sur la critique du libéralisme libertaire. Mais lui, il l'a pensé le premier dans un bouquin qui s'appelle Néofascisme et idéologie du désir, et que j'ai d'ailleurs préfacé quand il a été réédité il y a quelques années. Et moi, quand j'ai découvert ça a été lumineux pour moi, parce que je voyais ce mensonge gauchiste insupportable, mais j'arrivais pas à le conceptualiser totalement. C'est-à-dire que l'idéologie du désir allait servir, si tu veux, à la droite d'affaires pour étendre le marché, et donc cette fausse gauche qui est en fait la vraie droite. Bon, aujourd'hui c'est évident pour tout le monde, mais à l'époque personne ne le comprenait et ne l'admettait. Hein. Et c'était pourquoi Cohn-Bendit, soi-disant révolutionnaire, d'un seul coup se retrouve le chouchou du patronat, quoi. Et Clouscar a été un prophète à ce niveau-là, et ce qui est dégueulasse, c'est que personne ne l'a jamais rendu justice, et il n'est jamais cité, même Michéa ne le cite pas, alors que Michéa, la moitié du corpus de Michéa, c'est Orwell, et le reste c'est Clouscar. Mais Clouscar ne savait pas communiquer, il avait l'accent de Toulouse, de Montpellier, il était du sud-ouest, il avait fait de la course à pied et du rugby, il n'était pas très mondain. Et donc il a jamais su se vendre, quoi. Et moi j'ai fait découvrir à toute la génération d'après 90, en gros ceux qui connaissent Clouscar, c'est un peu grâce à moi. Ça n'a pas empêché qu'on se soit fâché à la fin, parce qu'il m'a reproché de me rapprocher du FN. Mais voilà, Clouscar, c'est ce monsieur qui a théorisé le libéralisme libertaire, et qui fait que si aujourd'hui vous lisez Michéa, sachez que Clouscar a écrit la même chose, sauf il était un peu plus stalinien évidemment, c'est moins orwellien, mais dès 72-73, ce qui est quand même incroyablement précoce, quoi. Alors ça a beaucoup compté dans votre politisation, et vous avez traversé dans ces années-là une aventure qui était celle de l'Union internationale, qui est pilotée à l'époque par Jean Edernalier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en fait c'est Marc Cohen qui m'a fait découvrir Clouscar, parce que moi je renvoie toujours aux vraies sources. Et Marc Cohen était un ancien chef des jeunesses communistes qui était à mon avis envoyé par le PC à l'époque pour noyauter Jean Edern. Donc il était rédacteur en chef de l'Idiot, et l'Idiot était en réalité financé en douce par le PCF, il faut le savoir, hein, pour faire chier le PS. Dans une négociation en plus, c'est-à-dire que c'est les faire chier pour en même temps négocier avec eux, quoi. Et on était instrumentalisés sans trop le savoir, enfin moi je le savais pas trop, Cohen le savait sans doute plus, et donc on était une petite bande de joyeuderie autour de Jean Edern qui animions l'Idiot international. Alors, Marc Cohen était le rédacteur en chef, moi je pondais quelques articles, il y avait Jean-Paul Cruz de Libé qui était, et il y avait Bec BD à l'époque qui traînait un peu par là, les mecs de Jalon, enfin ça faisait un petit groupe comme ça d'intellectuels transcourants assez marrant. Et puis quand ça a été jusqu'à un texte de Jean-Paul Cruz qui me reproche aujourd'hui de ne pas dire qu'il est de lui, donc là je vais le dire, qui était donc le délégué CGT de Libé, cofondateur de Libé et ancien chef supérieur hiérarchique de Serge July dans la gauche prolétarienne, et qui a produit un texte qui s'appelait Vers un front national. Hein. Et ça c'est 92, je crois, un truc comme ça. Et là effectivement le PS, je crois que c'est même Bernard Lévy directement, a demandé nos têtes à Jean Edernalier, et il les a obtenues. Jean Edernalier a dit je suis aveugle, je m'en étais pas rendu compte, parce qu'il n'était pas très courageux dans les moments risqués, Jean Edernalier. Il était courageux quand tout allait bien, et donc il nous a virés en gros, et Cruz, on est devenu un peu fou, aujourd'hui il est un peu dingo. Cohen a bien compris la leçon, et aujourd'hui avec Elisabeth Lévy et Finkielkraut, et aujourd'hui est néo-sioniste alors qu'à l'époque il était pro-palestinien, et voilà, il a compris qu'on ne pouvait pas trop rigoler trop longtemps sur certains sujets sérieux. Et puis moi à l'époque je suis rentré au PC, mais pour les gens pareil qui me reprochaient d'être un communiste quand m'étais rapproché du front, je suis rentré au Parti communiste français au moment de la chute de l'URSS, c'est-à-dire au moment où on pouvait être communiste puisqu'il n'y avait plus l'hypothèque soviétique. Et je suis ceux qui ont déploré l'écroulement de l'URSS. Je m'en rappelle très bien parce que je pense que pour les intérêts français, ce
que j'ai expliqué récemment d'ailleurs à Gollnisch, il était intérêt qu'il y ait deux empires, il était important pour nous qu'il y ait deux empires, pour qu'on existe en tant que France. C'était aussi l'idée de Gaulle. Bien sûr, mais donc moi je défends l'intérêt de la France, je défends pas l'intérêt du russe. Donc le problème du stalinisme, c'est le problème des Russes. Moi je défendais les intérêts français. Et pour ça j'étais pour deux empires. Et donc j'ai vu comme une catastrophe l'écroulement de l'URSS, l'arrivée de Gorbatchev pour moi est un crétin et un naïf, enfin un personnage pitoyable, et Elstine est un traître évident à son peuple et à sa nation. Et il y a Poutine qui m'a redonné espoir récemment, comme à beaucoup de gens. Mais le début des années 90, c'est une période tragique, parce qu'on voit s'écrouler tous les mondes alternatifs à l'Empire. Et c'est la période de la fin de l'histoire de Fukuyama, de l'incroyable arrogance, c'est Bernard Tapie, Fukuyama, c'est tout ça en même temps. C'est la période la plus triste que j'ai vécue. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis retiré pour écrire. Et c'est là où je suis parti écrire La vie d'un vaurien. Je me suis retrouvé gardien de château d'ailleurs, il faut le savoir. J'avais posé des annonces pour faire écrire sans argent dans deux revues, Demeure historique et Papouas et Château de France. Et on m'a fait des offres et je me suis retrouvé gardien de château à un endroit qui s'appelait la Bosselette entre Dieppe et Rouen, et après en Côte d'Or. Donc pendant 2 ans, j'ai été gardien de château tout seul pour pouvoir écrire. Et c'est après avoir été viré du PC, etc. Et c'est une période effectivement où je me suis mis à l'écriture sérieusement. Donc j'ai eu ma période art contemporain, mode, ma période politisation et ma période retrait du monde et écriture. C'est aussi dans ces années-là, c'est comme ça que se finit l'histoire, qu'on a lancé c'est comme ça que on peut peut-être en dire un mot, c'est comme ça qu'a fini l'histoire, avec Ed Allier de la querelle de ce qu'on appelait les rouges-bruns. Oui, vous pouvez nous en dire un mot quand on a tenté ce rapprochement, nous qui avions on avait monté un truc qui s'appelait le collectif communiste des travailleurs des médias. Cellule Ramon Mercader pour s'amuser, avec 2 piolets croisés. Alors, peut-être rappeler qui est Ramon Mercader pour nous. C'est celui qui a tué à coups de piolet Trotsky. Nous on a toujours été au pire des staliniens, c'est-à-dire on était des anti-trotskistes forcenés, pour des raisons de bonne culture, parce qu'on voyait ce que c'était que les trotskistes en vrai, c'est-à-dire ce sont des juifs ashkénazes mondains. La gauche paillette. Oui, la gauche paillette déjà, toujours, oui, qui méprise les ouvriers, méprise la bourgeoisie catholique et méprise les ouvriers. C'est-à-dire que c'est le maximum de mépris possible, le trotskisme, parce que c'est anti-français, anti-national, anti-prolo, anti-bourgeois, anti-catholique, hein, et tout pour les juifs ashkénazes. Ça a toujours été comme ça. Pour leur rendre justice, il y avait quand même un séfarade au directeur de la LCR. Oui, c'était... C'est à cette époque-là que vous avez rencontré Alain de Benoît. C'est d'ailleurs le mentor de Besancenot. C'est pas, il réapparaît en ce moment. Hein, c'est Ben Saïd. On voit toujours les mêmes petits filous réapparaître. Et c'est l'époque effectivement où je rencontre de Benoît, parce qu'on organise, c'est pas moi qui organise, mais je fais partie de ce truc-là, on organise des rencontres entre communistes et de Benoît, et puis de Benoît est sur une ligne qui est très proche de la nôtre. C'est l'époque d'ailleurs où il se fait flinguer par Taguieff, qui lui-même se fait flinguer dans le monde parce qu'il s'est trop rapproché de Benoît. Il y a eu un rapprochement rouge-brun, comme on va dire. En fait, c'est débile, hein, mais c'est pas rouge-brun, c'est des gens qui pensaient à peu près sérieusement. Et ce rapprochement a fait peur aux élites qui nous dirigent, et ils ont cogné violemment. Hein. C'est-à-dire qu'on a été viré du PC, diabolisé. Il y a eu une campagne qui est passée par Le Monde, Libé, etc., pour parler du complot rouge-brun. C'est-à-dire la tentative de certaines personnes au PCF de se rapprocher du Front National. C'était d'ailleurs pas le Front National à l'époque, c'était de Benoît, c'est-à-dire c'était les penseurs réactionnaires de qualité. En fait, c'est la droite anti-utilitariste qui rencontre la gauche anti-utilitariste, voilà, autour des mêmes auteurs. Et d'ailleurs depuis, je poursuis toujours le même projet et j'ai vu que ce projet faisait très peur, qu'ils étaient prêts à cogner très fort, et que donc c'était sans doute le bon chemin. Parce que j'ai jamais vu que la LCR faisait peur à personne. Vous voyez, moi je vois un truc, c'est vous êtes subversif quand vous vous faites taper dessus. Quand vous ne faites pas taper dessus, c'est que vous n'êtes pas subversif. Et là j'ai bien vu la fausse gauche. La fausse gauche, si j'appelle ça la gauche, la fausse gauche et la vraie gauche. La vraie gauche, c'est celle qui comprenait à un moment donné qu'il fallait se rapprocher d'une certaine droite des valeurs, et ça aboutit au discours de Montigny-les-Cormeilles de Georges Marchais, qui fait la liquidation d'ailleurs de Georges Marchais. Quand il dit qu'il faut produire français, halte à l'immigration, qui fait raser une mosquée avec un bulldozer, enfin, il y a un tournant très important là. Hein. Et puis après on a la déferlante antiraciste, les conneries SOS racisme, la destruction de tout le corpus marxiste en plus, parce que les gens qui critiquent le marxisme se rendent pas compte que ce qui est pire en plus, c'est quand il n'y a plus de marxisme, parce qu'à un moment donné le marxisme a été détruit par le gauchisme, vraiment. C'est un truc qui a été pensé en 68, mais on a vu le renoncement à tout le sérieux de la gauche marxiste par la gauche marxiste elle-même, à cause de la menace. C'est le moment où le PCF renonce au rapport de classe, parle des gens, des jeunes, des femmes. C'est le moment où on parle des gays, c'est le moment où tout le communautarisme se met en place comme idéologie dominante, quoi, je veux dire, hein, et comme catégorie officielle de la sociologie. Et ça, c'est le milieu des années 90, c'est la période la plus triste que la France ait jamais vécue. Aujourd'hui, c'est plus intéressant parce que c'est plus grave et qu'on voit les failles. Mais à l'époque, c'est le triomphe de la pensée la plus bête,
c'est Fukuyama, les gays, Karl Lang incarnant la gauche, Globe. Pour nous, c'est une grande souffrance. C'est pour ça que moi je me suis barré de Paris à ce moment-là. Hein. Jack Lang. Oui, pas Karl Lang. Jack Lang. Oui, Jack Lang. Jack. Just a little person. De retour avec Alain Soral. Sur la table, de nombreux flashs. Mais Flash, c'est pas la première expérience que vous avez eue à Alain Soral. Vous avez commencé par écrire dans des magazines. Mais oui, quelle sorte de magazine? comprendre que moi j'ai toujours été dans la survie, n'étant pas rentier, et que les boulots qu'on peut faire quand on est malin et qu'on n'a pas trop envie de s'abîmer les mains, c'est par exemple le journalisme. Et moi j'ai fait toute ma vie du journalisme. J'ai été détenteur de la carte de presse. Alors, pendant une longue période, j'ai écrit dans 20 ans sous pseudo, même parfois avec des pseudos féminins. Je m'appelais Alain Deloin, je m'appelais Daisy de Boisson, Déborah de Boisson, Débit de Boisson, les pseudos les plus débiles, professeur Simon Zimmerweil, j'avais des pseudos et j'écrivais dans la presse, j'ai écrit dans Elle, j'ai écrit beaucoup dans 20 ans parce que l'actrice en chef était une amie, j'ai pigé un peu partout, hein, donc j'ai une formation aussi de journaliste. J'ai pigé d'ailleurs aussi à l'Idiot, et mon rêve a toujours été effectivement de créer un petit journal pour essayer de remplacer Feu l'Idiot, qui était quand même un truc pas mal. Et là récemment on a créé avec Jean-Émile Néomet, donc lui qui vient de National Hebdo je crois, un petit canard qui s'appelle Flash, qui sort tous les 15 jours, et dont on vient de sortir le 9e numéro. Alors qui était en kiosque jusqu'à présent et qui a été retiré des kiosques, enfin que vous avez retiré de kiosques parce que ça vous coûte trop cher à cause de la politique des NMPP je crois. Oui. C'est-à-dire qu'on a... En fait, pour que ce soit viable, parce qu'il faut qu'on se paye un peu aussi, on ne peut pas faire que du bénévolat, il faut qu'on ait 3000 abonnés. Comme on a déjà 1000 abonnés assez vite, on va se battre pour avoir les 3000 abonnés, parce que la présence en kiosque, non seulement nous fait pas gagner d'argent, mais nous coûte de l'argent. Donc on est dans ce choix de ne pas avoir de sponsor, de ne pas avoir de pub, mais de faire un truc économiquement viable. C'est la logique de la PME, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Flash, c'est un magazine qui est un peu au format des tabloïds anglais, on peut dire ça comme ça. C'est volontairement, c'est un peu trash. C'est assez trash, donc pour ceux que ça intéresse, évidemment, nous vous encourageons à vous abonner. Mais moi je voudrais revenir aussi sur votre expérience un peu du monde éditorial, après les magazines féminins, enfin au même moment, en fait c'est un peu la même période je crois. Vous avez été aux éditions Blanches. Et vous avez eu aussi Maille à partir avec Act Up, je crois pour la publication d'un livre d'un gay anti-lobby, on peut dire, qui était pour la gayitude trash. Ouais, que j'avais soutenu et qui m'avait soutenu d'ailleurs, qui était un adepte du bearbecking. Et ils avaient attaqué les éditions en disant que les livres d'Alain Soral répandaient le sida, je sais pas quoi, des trucs délirants. Alors peut-être raconter ce que c'est que le bearbecking rapidement. Le bearbecking, c'est un type qui revendiquait de baiser sans préservatif exprès entre sidaï, qui avait un côté transgressif total. En fait, je sais même pas si c'était vrai, mais c'était faire chier Act Up comme milice communautaire, bien pensante, de faire passer le gay pour un petit bourgeois qui votait les S. Et donc, ce mec était marrant, donc j'avais trouvé courageux. La gauche Pasolini contre la gauche de Lanoé. Oui, exactement, oui, bien sûr. Oui. Et il a eu des ennuis, d'ailleurs, il s'est fait emmerder. Et nous, ils sont venus à un moment donné casser les éditions. En faisant un tract, il s'appelait Remes, non, Eric Remes, je sais pas quoi. Et ils étaient interdiction de publier les bouquins de Soral et de Remes qui répandaient le sida. Voilà. C'était le niveau de bêtise, de malhonnêteté et de méchanceté en plus, parce que les mecs sont des antidémocrates forcenés. Hein. Eux, c'est des méthodes de SA, carrément. Oui, c'est brûler les livres. Hein. Leur truc, c'est au nom de la liberté et de la bien-pensance, c'est quand même des autodafés, ils ont que l'autodafé à la bouche. Hein. Et tout ça pour nous vendre têtu à la place. Hein. Ouais, voilà. Donc vous préférez le guépier à têtu finalement. Mais moi, le phare même à l'époque. Le phare, c'était l'extrême gauche homosexuelle qui chargeait les CRS avec les gasolines là déguisées en femmes, avec des talons aiguilles et des sacs à main. Eux étaient drôles. C'était d'abord, on aimait avant les homosexuels d'extrême gauche. Je parle de Hockenheim, etc. Lorsqu'ils étaient drôles et qu'ils étaient mondains. Et qu'ils animaient la fête. Dans le monde de la nuit, il y en a toujours eu. Le côté Torquemada de l'enculade, c'est arrivé avec Act Up et les États-Unis, quoi. Hein, ce côté très chiant. Ça vient toujours des États-Unis, les trucs les pires. Hein, Alors pour reprendre sur votre politique éditoriale toujours, vous venez de rééditer l'ensemble de vos abécédaires en poche. Ils sont disponibles, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre d'Alain Soral, je ne saurais que les inviter à se le procurer. Les bouquins se vendouillent pas mal, mais là il faut que j'en écrive un nouveau. Parce que aussi on n'a pas parlé de ça. Moi j'ai écrit un premier bouquin en 84 qui s'appelait Les mouvements de mode. Ça s'est bien vendu. Donc je me suis dit je vais vivre de ma plume, et c'est vrai que j'ai fait du journalisme et du bouquin. Et là j'en suis bon an mal an à travailler sur mon 10e livre. Donc je me retrouve aussi écrivain, mais jamais considéré comme un écrivain, avoir jamais eu cette prétention là, c'était pas mon truc. Moi j'essaie d'être un être humain. Vous avez aussi fait du cinéma. Moi j'ai vu
vu très récemment j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un long-métrage que j'ai écrit, réalisé, etc. Donc j'ai un parcours qui m'autorise à ouvrir un peu ma gueule, contrairement à d'autres, justement, c'est que je sais ce que c'est que le cinéma, j'en ai fait. J'ai été acteur aussi pour Catherine Breillat dans un long-métrage, où j'ai le 3e rôle, je crois. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un long-métrage de A à Z, ce qui fait consiste à quand même trouver 1 milliard de centimes, aller prendre 1 milliard de centimes dans la poche d'un producteur. Il faut savoir le faire, ça. Confession d'un dragueur. Ouais, qui est un bon film. Enfin, moi je l'ai vu récemment, il est très bien. C'est un bon film. J'ai été massacré par la critique quand il est sorti, car les gens savaient qui j'étais, et que pour qu'un mec comme moi puisse se mettre à pied dans le cinéma, c'était inconcevable. Donc il y a eu une coalition de toutes les bien-pensances pour assassiner mon film. C'est un des films qui a été le plus massacré par la critique. C'est-à-dire que j'ai eu une page entière dans l'IB, 2 fois Paris Match, le Canard enchaîné, alors que le film était sorti un 25 juillet dans quelques salles, et que de toute façon personne ne pouvait aller le voir en gros. Hein. Mais les mecs, on voit, ce qui est marrant, c'est l'acharnement. C'est comme pour Dieudonné. Et des types s'est dit, il ne faut pas que ce mec-là puisse faire du cinéma. Et ça a été un peu le tournant de ma vie, parce que si ce film avait été respecté pour ce qu'il était, et si le cinéma français existait encore un peu, je faisais ce premier film qui était un bon film d'art et essai, hein, et j'en avais déjà écrit un deuxième qui s'appelait Les Vauriens, et je serais aujourd'hui cinéaste dans la veine de Mike Leigh ou des cinéastes sociaux anglais, quoi. Et on m'a interdit de faire du cinéma. Moi je suis un type qui est interdit de cinéma pour malpensance, quoi. Est-ce qu'il est disponible en DVD? Bien sûr que non. Le producteur, alors qu'il y a Thomas Dutronc dedans comme acteur principal, c'est moi qui ai fait jouer et qui révélait Thomas Dutronc, qui est aujourd'hui une petite vedette. Donc normalement ce film devrait sortir en DVD. Il y a Saïd Tagmaoui qui est maintenant une vedette aux États-Unis, et le film est marrant, drôle, il y a du fond, ça ressemble à un film de Pasolini ou à un film de Joël Seria. Enfin je l'avais dédié à Eustache et Seria, ce film. Et c'est un film qui aurait sa place. Et le film ne sort pas en DVD, le producteur ne me prend même pas au téléphone parce que c'est lui qui a les droits, parce que je pense qu'il serait on la trouille de le sortir, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, en tout cas, il est disponible sur Internet pour ceux qui veulent le voir. Pour ceux qui veulent le regarder sur Internet. Oui. Je crois que Gilles, vous aviez une question aussi pour Alain, plus sérieuse cette fois, plus profonde en tout cas. C'est la question de Jacques Chancel. Voilà, je prenais une voix grave et lente. Mais Alain, qu'en est-il de Dieu? Dieu, dans votre vie. Vaste question. Ce qui est certain, c'est que moi je suis catholique, baptisé, marié à l'église, depuis 15 ans d'ailleurs, ancien élève de Stan et chanteur de la chorale de Stan. Donc j'ai une relation à la religion, au sacré, et moi si je vais être un peu subversif, je dirais, quand j'avais 12 ans, que j'étais à Stan, je voulais être père blanc. Hein, ça me semblait c'était le Cyril de Foucault, Charles de Foucault, c'était pour moi des modèles, quoi. Hein, et ce qui m'a dissuadé de ça, c'est l'église. C'est l'église catholique française, Vatican II, quoi. J'ai vu que Dieu était absent total de l'église, de la liturgie, et aujourd'hui, dire si je me rapproche des musulmans, c'est parce que ces gens-là ont la foi. Et moi je suis toujours très impressionné par le courage et la dignité humaine que donne la foi. Et ce qui m'a beaucoup dégoûté quand je me suis fait emmerder par les catholiques du Front National, c'est que j'ai remarqué que ces gens-là étaient catholiques pour des raisons sociales et politiques. Simplement ce qui était absent chez eux, c'était la foi. Ces gens-là ne croient pas en Dieu, j'en suis certain. Et d'ailleurs là ils ne se posent même pas la question, et la question n'est pas posable. Hein. Et ils sont sur un espèce de catholicisme haineux, bourgeois, qui me fait apprécier encore plus Léon Blois ou Barbet d'Aurevilly, quoi. Oui, mais Alain Soral, vous et Dieu. Et ben moi je ne crois pas. Mais par contre je crois absolument nécessaire que la religion existe et que Dieu ne soit pas absent du monde. Mais ce qui me donne du courage pour agir, c'est pas de penser que j'irai au ciel. Ce qui est dommage, parce que ça me donnera encore plus de courage. Je n'ai pas cette certitude-là, ni cette croyance-là. Mais par contre je me comporte comme un homme de foi, j'en suis certain, puisque je mets les valeurs et la morale au-dessus de tout. Et que je pense donc quelque part qu'il y a une instance morale supérieure qui me regarde et qui me juge, même si c'est mon surmoi. C'est-à-dire il me serait très, très insupportable de savoir que je suis un traître et un lâche. Je ne sais pas comment des gens, même comme Jamel Debbouze, font pour se regarder encore dans une glace après ce qu'ils ont fait à Dieudonné. Moi, à des moments, on m'a dit ça sera la mort ou l'abjuration. J'ai dit la mort, d'une certaine manière. Vous avez surtout une admiration pour les vertus de l'homme de foi. Oui, voilà. Mais la foi se démontre par les vertus, excusez-moi, hein, sinon c'est Tartuffe, quoi. Bon. Et c'est pour ça que des gens sans vertu qui me disent je suis catholique, ils se comportent comme des salopes, et je vais pas citer de nom, mais j'en ai croisé qui m'étaient les plus hostiles d'ailleurs au Front National, c'était ces faux catholiques, alors que les vrais ont toujours très bien compris ce que je voulais dire, et c'est ceux qui en parlaient le plus qui l'étaient le moins, comme toujours dans Tartuffe, quoi. Mais moi ce que je remarque aujourd'hui effectivement, c'est que j'ai l'impression que la haine de certains catholiques envers les musulmans
profondément, c'est la haine de l'impuissant pour l'homme viril et la haine de l'homme qui a perdu la foi pour celui qui l'a encore. Et ça, je le constate très profondément. La jalousie de certains cathos vers les musulmans, c'est que les musulmans, eux, ont la foi et que ne l'ont plus et qu'ils en sont jaloux. Et moi, le jour où les catholiques auront à nouveau la foi, je les respecterai et je respecterai mon Église. Et Benoît XVI me donne quelques espoirs. Alors, Alain Soral, il nous reste 10 secondes. Vous préparez un livre? Oui, je prépare un livre en ce moment, qui n'est pas du tout un livre pour parler du Front National, parce que je viens d'en partir, c'est pas de mon genre, je ferai ça quand j'aurai 60 ans. Non, c'est un livre sur l'Empire et la résistance à l'Empire. Voilà, sur ces notions-là. La notion de gouvernance globale et de résistance à la gouvernance globale, ça ressemble, je ne sais pas quel titre, mais c'est un peu vers la gouvernance globale ou la révolte des nations, point d'interrogation, c'est un peu sur l'alternative qui nous est posée aujourd'hui et demain, quoi. Alain Soral, merci. Je vous en prie. Merci Alain Soral. C'était un autre Alain Soral pour Tuons Clair de Lune. Encore, hein, il y en a d'autres. À une prochaine alors.